Donc voilà, on arrive au bois. Alors vous connaissez sans doute ce projet de transformation d'une chapelle en espace culturel. Nouvelle vie pour une chapelle en ruine. Et puis il y a ce projet de réhabilitation, construction neuve à Liffol-le-Grand, un des lauréats du prix national de la construction bois 2022 cette année. J'ai pas mis votre magnifique passerelle parce que c'était pas de la réhabilitation, c'était du neuf, mais elle est splendide et je vous félicite encore d'avoir reçu ce prix très mérité. Donc là, voilà cette maison de santé. Elle a un peu changé la vie de cette petite ville de Liffol-le-Grand. Vous savez sans doute, comme c'est pas très loin d'ici, qu'à Liffol, il y a une grande spécialité de chaises avec un canage qui est même au patrimoine de l'UNESCO, je crois. Enfin, en tout cas, quelque chose de très reconnu. Et voilà, donc l'agence Studio Lada a eu cette merveilleuse idée de reproduire ce claustrat entre les salles d'attente avec des lattes d'épicéa qui reproduisent le canage traditionnel, et la charpente, elle, c'est une grille poteau-poutre avec du feuillu, avec du chêne local. Encore un détail à la fois de la structure poteau-poutre en chêne et puis des lattes d'épicéa. Il y a aussi, on parle beaucoup de matériaux biosourcés, donc vous ne le savez peut-être pas, mais la France est pionnière au niveau de la construction en paille. Et il y a eu un saut immense en 10 ans depuis la publication des règles professionnelles en 2012. Et en 2012, il y avait il y avait encore moins de 500 bâtiments isolés en paille. C'était essentiellement des maisons individuelles. Aujourd'hui, on en est à peu près à 10 000. Et dans ces 10 000, il y en a plusieurs centaines qui sont des équipements publics qui sont... pour certains d'une très grande surface, 2000, 3000, 5000. Le plus grand a été ouvert en septembre dernier et c'est un lycée qui fait 13 000 mètres carrés en bois isolé en paille en Vendée. En plus, le réseau français de la construction paille est extrêmement bien organisé et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le RFCP qui anime le projet Interreg avec une équipe anglaise, belge, allemande et puis encore une autre pour développer l'utilisation de la paille dans les bâtiments publics. Alors ça, c'est du neuf, mais je voulais vous le montrer parce que c'est une technique que vous connaissez peut-être pas beaucoup. C'est des bottes de paille porteuses. Là, c'est sur 2 niveaux à Rosny-sous-Bois, dont je vous ai déjà parlé, qui construit presque que en paille ou bois et paille avec de la terre. Et donc, en fait, il y a un socle avec une plaque de bois. Il y a ensuite des pics en hêtre sur lesquels on pose les bottes de paille. Alors ça, c'est des bottes qui sont plus grosses que celles qu'on utilise d'habitude. Et avec ça, ils ont fait pour ce périscolaire toute la façade nord et puis les 2 pignons. Et la façade sud, elle est complètement ouverte pour profiter des apports solaires passifs. Avec une protection solaire bien sûr, et puis ça c'est la ventilation naturelle, et vous voyez c'est combiné à ces cheminées de ventilation naturelle. Et puis, donc, ça, c'est un bâtiment que vous connaissez à Saint-Dié-des-Vosges. C'est vraiment le bâtiment le plus haut que je connaisse en Europe. Donc, pour l'instant, il y en a un à Saint-Dié-des-Vosges pour le toit vosgien qui a 7 étages, enfin R+7. Et là, ils sont en appel d'offres. Enfin, la dernière fois que j'ai rencontré Antoine, il y a au prix national de la construction bois il y a quelques semaines, il me disait qu'ils étaient en appel d'offres pour cette tour de R+11 à quelques centaines de mètres du bâtiment précédent. Ce qui est intéressant, c'est que le directeur technique du toit vosgien, Vincent Chevalier, me disait, nous, en 2010, donc il y a maintenant 12 ans, on a décidé que tous nos bâtiments, on les ferait en bois, avec une isolation en paille et Passive House. Et à partir du moment où on prend cette décision, eh bien, ça devient une technique
courante. Et je crois que le pas, il est là, c'est d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de faire de l'expérimental à chaque projet. On prend une décision et après on s'y tient parce que les architectes, les ingénieurs structures, les ingénieurs thermiciens et les entreprises montent en compétences et c'est grâce à ça que le Toit Vosgien peut maintenant faire des bâtiments en R+11. Et ce qui est intéressant, c'est moi j'ai visité le bâtiment précédent à Saint-Dié-des-Vosges et la dame, elle m'a montré sa facture, elle paye entre 10 et 20 euros de charge pour l'énergie par mois. Et quelqu'un m'a dit récemment que ces charges, justement, elles étaient tellement basses que le Toit Vosgien avait décidé de ne pas les récupérer parce que ça leur coûtait trop cher. Enfin, ça leur coûtait plus de récupérer les charges que d'en faire cadeau. Et Vincent Chevalier me disait aussi que c'était pour eux extrêmement positif parce que les gens, ils s'y plaisent tellement que d'abord, ils n'ont pas de problème pour payer leurs charges puisque c'est rien et qu'en plus eh bien ils ont quasiment pas de turnover. Les gens ils s'y plaisent tellement, ils restent parce que le turnover ça coûte aussi à un bailleur social et donc c'est quand on voit les choses d'une manière holistique, d'une manière globale, eh bien, on s'aperçoit que quelquefois, il faut être prêt à investir un petit peu plus à la construction pour après gagner dans la maintenance et dans les charges. Alors ça, c'est une technique. Alors sincèrement, moi, elle m'épate encore. C'est une isolation thermique par l'extérieur en bottes de paille. Alors c'est un architecte qui s'appelle Volker Ehrlich qui a essayé donc sur sa propre maison deux techniques. Une où les bottes sont insérées dans une ossature verticale légère en bois avec des accroches horizontales, mais l'autre, c'est des bottes de paille suspendues, accrochées en tension sur la maçonnerie à l'aide de feuillards en plastique sertis. Ça vous laisse sans doute un peu rêveur. Donc, je me suis dit, tu vas leur montrer des détails. Parce que non seulement, après l'avoir fait sur sa propre maison, eh bien, il a trouvé un bailleur social assez fou pour être prêt à le faire sur un immeuble. Donc c'est un immeuble qui s'appelle Looping, ça se trouve à Paris, donc rénovation énergétique de la tour de l'escalier de la cage d'escalier d'un bâtiment donc d'habitat social, et c'est un bâtiment qui fait quand même 10 étages de haut. Alors, ils n'ont pas suspendu sur tous les niveaux, ils sont suspendus sur 2 ou 3 niveaux, le reste ils l'ont fait avec un truc plus classique, avec des montants en bois. Mais en fait, les bottes de paille, elles font 37 cm d'épaisseur, elles sont tenues uniquement par les feuillards. Voilà, donc on fait un trou dans la maçonnerie, on y met une cheville, voilà, donc on fixe, et c'est tout, quoi. Donc, moi, sincèrement, ça m'épate. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée du poids de la botte de paille, mais c'est quand même pas léger, quoi, parce que ça doit être particulièrement dense. Les bottes de paille, certains d'entre vous se disent « Ah ouais, mais la paille, ça brûle ». Eh bien non, la paille, ça ne brûle pas parce que les pailles qu'on trouve dans les champs, enfin qui sont produites dans les champs, c'est tellement compressé qu'il n'y a pas d'oxygène, et s'il n'y a pas d'oxygène, ça peut pas brûler. Donc en fait, il y a eu des tests qui ont été faits au CSTB, ça brûle sur à peu près 1 centimètre, c'est-à-dire les petits brins qui sortent où là il y a un peu d'oxygène, mais dès qu'on rentre, il n'y a plus de problème. Par contre, si vous voulez construire en paille, il y a une chose à laquelle vous devez absolument faire attention, donc déjà la compression, mais surtout le taux d'humidité. Il faut que la paille, elle ait moins de 12% d'humidité. Donc voilà la construction. Et en plus, ils ont fait ça en chantier participatif. Et là encore, vous voyez toute la puissance, toute la force de l'équipe du réseau français de la construction paille. Je dois dire que je connais bien les autres filières, la filière bois, la filière terre, la filière chanvre, et c'est ceux que j'admire le plus pour la manière dont ils avancent droit devant. Ce qu'ils ont fait en 10 ans, c'est juste extraordinaire.
Alors, je vous ai dit qu'on avait beaucoup de paille en France, puisqu'on dit souvent que la France est le grenier à blé de l'Europe et que la paille est un coproduit de la production de blé. Nous avons en France aussi à peu près la moitié de la surface cultivée en chanvre en Europe. Traditionnellement, il y avait beaucoup de chanvre, en particulier pour les cordes, pour les bateaux déjà sous Louis XIV. Alors, c'est pas le même chanvre qu'on fume. Avec le chanvre a plusieurs avantages. Déjà, bon, c'est une plante annuelle. Et on a besoin aujourd'hui de capter du CO2 aujourd'hui et maintenant. Donc, utiliser du bois, c'est bien sûr super, mais le bois, pour pousser, si c'est un eucalyptus, il a besoin de 25 ans. Si c'est un résineux, de 40 à 50 ans, si c'est un feuillu, plutôt 80 à 100 ans, alors que le chanvre, la paille, ce sont des plantes annuelles. Et en plus, le chanvre est une plante très robuste. Elle se plante sur tous les sols, à peu près dans tous les climats. Et on peut utiliser à la fois le pompon là, pour faire de la laine de chanvre, un peu comme de la laine minérale, sauf qu'il ne faut pas la chauffer à plus de 1000 degrés. Mais la tige, elle, on peut en couper des petits bouts d'à peu près 2 cm parce qu'elle est poreuse. Et on en fait ces petits bouts-là, on appelle ça de la chènevotte, et on mélange de la chènevotte avec de la chaux, et on arrive à faire ce que vous voyez ici, qu'on appelle le chaux chanvre ou béton de chanvre. J'ai fait il y a l'année dernière une formation proposée par AMACO, le centre de recherche et d'expérimentation et de formation sur les matériaux en fibres et en grains, donc une formation sur l'éco-rénovation aussi en matériaux biosourcés. Et on a eu le directeur d'une petite entreprise qui fait du béton de chanvre, et il disait que pour lui, l'avenir, il est plutôt sur des mélanges de chanvre avec de la terre, puisque la chaux demande encore pas mal de... la chaux a un impact environnemental assez grand, et lui, il voit même l'avenir plutôt dans les mélanges terre et déchets de l'agriculture. Tout à l'heure, il y avait un truc avec le miscanthus. Ça peut être aussi, lui, parler de tiges de tournesol. Et je pense qu'il y a vraiment un grand champ en utilisant des déchets de l'agriculture, que actuellement, quelquefois, on brûle, avec de la terre. Claire Simon de la RIVP, puisque donc ça c'est un bâtiment qui était lauréat du Fibra Award, un prix que j'ai organisé avec mes amis d'Amaco et des grands ateliers il y a 4 ans. Et elle disait: le béton de chanvre est un matériau isolant et respirant, adapté aux besoins de l'immeuble. Son aspect architectural est adapté aux attentes des ABF sur les immeubles anciens. Nous allons renforcer la part de matériaux biosourcés dans nos opérations à venir. Et je l'ai croisée à la Maison des Canaux il y a quelques semaines, et elle me disait que oui, en effet, ils continuent à isoler des bâtiments haussmanniens avec un mélange chaux-chanvre. Alors, sur ce projet-là, ils ont mis à la fois 4 cm d'enduit hygrothermique en chaux-chanvre côté extérieur pour attraper les défauts et puis apporter un complément d'isolation. Et puis, vers côté intérieur, ils ont appliqué 12 cm sur la maçonnerie avec une projection. Donc, côté extérieur, c'était fait à la main, à la truelle, et puis côté intérieur, où c'était plus épais, c'était avec une machine. Ils font ça aussi pour des immeubles avec des modénatures, comme sur ce bâtiment-là. Donc, ils ont déposé les modénatures, ils ont refait les modénatures. Après, ils ont mis... là, c'est une rénovation qui a été faite en site occupé. Donc, ils ne pouvaient rien faire côté intérieur. Et donc, ils ont mis 8 cm côté extérieur qui est l'épaisseur maximale pour que ça soit autoportant. Et après, ils ont rajouté les modénatures. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce que ça peut être financièrement viable. Eh bien, c'est parce que
vous savez que Paris est construit sur des carrières. Donc Paris c'est quasiment construit sur un gruyère. Et si vous rajoutez des isolations, très vite, le poids peut être très important et cela oblige à faire des fondations très profondes, jusqu'à 30 mètres, 40 mètres, qui sont extrêmement coûteuses. Et dans ce cas-là, c'était moins cher de faire cette isolation que de faire des fondations. Donc là, vous voyez, ici, tout ça, ça n'a pas bougé. C'était un site occupé. Ils ont mis 8 cm de chaux-chanvre. Ils ont mis des goujons en inox pour sceller les modénatures. Et après, ils ont fixé les modénatures par-dessus. Si vous voulez, je vous enverrai mon PowerPoint. Alors, la plupart des projets qui ont été faits dans la région parisienne autour du béton de chanvre ont été faits avec l'agence LM Ingénieur, donc, qui a été créée par Laurent Mouly, qui est à la fois architecte et ingénieur, et à la rencontre du CREBA à Toulouse. Il y avait, Laurent Mouly n'était pas là, mais il y avait une jeune femme qui travaille dans son agence et qui disait: le béton de chanvre est perspirant et gère très bien les changements d'humidité. En hiver, le changement de phase réchauffe la paroi au moment de la condensation. En été, elle est rafraîchie par l'évaporation de l'eau. Et ça, c'est... tout à l'heure, je vous parlais de la formation que j'ai faite sur la rénovation en matériaux biosourcés avec Amaco l'année dernière. Et Laurent Mouly était un des formateurs et il nous a montré un visuel que je ne connaissais pas encore, que j'ai trouvé très intéressant, et où justement il montre qu'à cause de la porosité du béton de chanvre, il y a de l'eau qui est dans les petits trous quelque part, et que à l'intérieur de ces petits trous, il y a un changement il y a de l'eau, et avec un changement de phase, tantôt liquide, tantôt vapeur, et que c'est ça qui participe à l'amélioration thermique des bâtiments. Parce que, en fait, si vous regardez juste les calculs des modélisations, le béton de chanvre n'est pas très très bon. Mais la vraie vie et l'expérience montrent que c'est particulièrement positif, en particulier parce qu'il n'y a plus d'effet de paroi froide. Il y a aussi des études qui sont faites au niveau européen, en particulier avec ce projet démonstrateur qui a été réalisé l'année dernière à Cahors, qui est aussi dans le livre sur les réhabilitations frugales en Occitanie. Et c'est un projet qui s'appelle ENER-PAT, ENER pour énergie et PAT pour patrimoine. Donc là, vous voyez ce bâtiment-là qui était inoccupé depuis plusieurs années, et maintenant c'est devenu ça. Et il y a eu d'abord des chercheurs de l'école d'architecture de Toulouse et de l'INFA de Toulouse. Il y a une jeune femme qui s'appelle Sophie qui a fait son doctorat là-dessus. Et donc là, le résultat, c'était un enduit extérieur à la chaux et un isolant intérieur de 11 cm de chaux-chanvre ont été mis en œuvre pour l'amélioration thermique des façades. Une partie du dernier étage est en ossature bois remplie du même mélange de chaux et de chêne-vote. Donc il y a un dossier que vous pouvez trouver aussi sur Internet qui donne ça en détail. Dans les livres, vous le verrez si vous regardez le livre sur le Grand Est, on essaye toujours d'avoir des citations d'un des acteurs du projet, si possible le maître d'ouvrage. Et pour le livre sur l'Occitanie, j'ai demandé, j'ai pris une citation du maire de Cahors. Nous voulons promouvoir l'utilisation du bâti existant plutôt que l'étalement urbain. L'objectif est de développer notre ville au travers du patrimoine, du tourisme et des commerces de proximité, et de créer une filière avec des emplois locaux. Et donc dans le bâtiment que je viens de vous montrer, qui est en fait la réunion de deux petites maisons de ville, il y a au rez-de-chaussée et premier étage du tertiaire, et au-dessus deux logements. On passe à la pierre maintenant. Voilà, juste petit clin d'œil à mon ami Philippe Madex, un bâtiment, c'est le musée archéologique de Mayenne qu'il a rénové il y a une quinzaine d'années maintenant. Un bâtiment en pierre dans lequel il a rajouté certains éléments en bois qui sont vraiment extrêmement bien intégrés dans le paysage des remparts.
avec ici une ventilation pour les murs, pour éviter les problèmes. Un autre bâtiment, un autre musée dans un ancien château fort, le musée du Fort l'Écluse dans les Alpes. Là, le parti pris par l'agence PNG, ça a été de faire des murs en gabion. Là, ça me paraît un projet qu'on présente dans le livre Frugalité Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai interrogé le maçon qui disait: on a fait une ouverture dans la roche, puis dans un mur de 2,20 m d'épaisseur pour récupérer sur place beaucoup de matériaux. J'ai passé plusieurs samedis matins à me demander comment faire pour amener le reste sur le chantier. Nous étions contents de réaliser ces ouvrages, mais c'était compliqué. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'humain, eh bien, il y a le maître d'ouvrage qui doit être engagé, l'architecte, l'ingénieur, mais aussi l'entrepreneur. Et je pense que c'est important que les entrepreneurs prennent aussi, ou les artisans prennent aussi du plaisir à aller travailler sur des chantiers. Et quand ils y prennent plaisir, eh bien, ils y vont aussi le week-end. Un autre château, Sallanches, dans les Alpes aussi. Donc ça, c'était un projet. Donc il y a une première rénovation dans les années 80, mais qui était assez compliquée au niveau des circulations. Et l'agence Fabrique Architecture Paysage a réorganisé fonctionnellement et puis a fait ici un petit pavillon d'entrée pour permettre aux gens d'accéder par le haut. Un projet aussi très intéressant. Et là, c'est pareil, j'ai rencontré, toujours dans le livre sur Auvergne-Rhône-Alpes, et le maire de Sallanches me disait: dans un tel lieu, l'histoire nous oblige et tout doit faire sens. Donc toujours ce mot de sens, ce mot de valeur qui réapparaissent toujours quand on parle d'architecture frugale. À mes yeux, les huisseries ciselées dans des bois locaux par un menuisier de la vallée sont aussi importants que la modernité de la scénographie. Dans cet esprit, travailler avec des entreprises locales est un choix dont nous sommes particulièrement fiers. Et je pense que c'est important que les maires nous disent cela. La mémoire comme outil de la continuité, donc ça c'est un projet du parc naturel régional des Ballons des Vosges, de Quirault et Vichard, et puis la restauration de la maison du patronage à Saint-Germain en Haute-Saône, des imperméabilisations du pied des murs à l'extérieur et à l'intérieur, et enduit chaud et chaud-chanvre. Vous voyez peut-être ici les galets au pied du mur. Alors, là, on repasse. Donc, en fait, il y a la plupart des projets que je vous montre, c'est des projets qui sont soit dans le projet Grand Est, le livre sur le Grand Est, le livre sur l'Occitanie, le livre sur Auvergne-Rhône-Alpes, ou alors des projets qui m'ont été envoyés par Jérémy. Là, on retourne en Occitanie, et c'est la requalification d'un hôtel particulier du 18e en immeuble tertiaire. Et en fait, le maître d'ouvrage est aussi le BET Fluide Énergie Environnement qui s'appelle Adenda. C'est vraiment un pionnier, il travaille depuis une trentaine d'années là-dessus. Et donc, ce projet présente l'aboutissement d'un engagement de plus de 30 ans. Il démontre qu'un patrimoine architectural peut, sans isoler les murs et avec une surface modérée de panneaux photovoltaïques, enfin bon, il dit modéré, mais ça fait quand même 100 mètres carrés, atteindre les exigences d'un bâtiment bas carbone à énergie positive. Et c'est un bâtiment, donc voilà leur bureau. Et donc, ils ont une autonomie énergétique grâce à 93 kW de batterie lithium-plomb. Ils atteignent la performance E4C2 pour des bâtiments à énergie positive et bas carbone. Donc, je vous l'ai dit, 100 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et une chaudière à granulés de bois. Et la structure est en bois avec une isolation en fibre de bois et ouate de cellulose. Et les cloisons, elles sont en fibre de bois. Et puis en terre crue, il y en a aussi qui sont, que vous voyez ici. Et il y en a où dans l'enduit en terre crue, il y a des tuyaux pour faire passer de l'eau chaude pour un chauffage par rayonnement. Dernier matériau, la terre crue, donc les avantages, disponibilité en grande quantité dans la plupart des régions. Bon, il y a
il y a globalement, il y a 3 techniques de construction en terre crue qui ont été inventées il y a 10 000 ans au néolithique, à la révolution néolithique. C'est les briques d'adobe, les briques de terre crue, le torchis, qu'on voit beaucoup à Strasbourg, et la bauge qu'on trouve surtout en Normandie et en Bretagne. Le puisé a été inventé il y a à peu près 3 millénaires, et puis maintenant il y a d'autres nouvelles techniques. Faible coût de la matière première, souvent prise sur le site du chantier, mise en œuvre sobre en énergie, pas de pollution ni de l'air, ni de l'eau, ni du sol, et un réemploi illimité en cas de déconstruction. On va voir tout de suite un exemple, si la terre n'est pas stabilisée par de la chaux ou du ciment. Et puis, au-delà de ces qualités techniques, la terre crue a aussi des qualités haptiques, des qualités de toucher, donc surface chaleureuse et agréable à caresser, comme le bois en fait. Qualité hygrothermique, inertie et d'effaçage qui est à peu près de 10 à 12 heures selon l'épaisseur, selon différents critères. Qualité acoustique aussi parce que la surface n'est pas lisse mais au contraire rugueuse. Et puis une facilité de mise en œuvre même par des novices, bien sûr quand il y a la supervision d'un expert. Et puis on a aussi en France une très très grande expertise, celle d'Amaco et celle de Cratère, qui a été fondée déjà en 1979 et qui a aussi la chaire UNESCO, Architecture de terre, culture constructive et développement durable, à laquelle j'ai le grand honneur d'appartenir. Donc voilà, vous connaissez ce projet sans doute de Nunc, qui a été porté par Louis Picon avec beaucoup d'engagement. Donc là, et je l'ai mis parce que c'est quand même une rénovation. En fait, le bâtiment, il faisait tout ça au départ. Cette partie devant, à la partie grange, a brûlé. Dans cette partie qui était en torchis, ils ont fait une rénovation et puis ils ont prolongé. Donc ils ont rénové avec du torchis et puis là, ils ont prolongé avec du pisé. Un mur trompe devant du pisé, ça c'était une première mondiale, je crois. Et puis là, comme ils voulaient voir le pisé à l'intérieur et à l'extérieur, la RT 2012 exigeait une isolation, donc ils ont mis 20 cm d'isolant en liège entre un mur porteur en pisé damé sur place et puis un mur non porteur extérieur en revêtement qui a été préfabriqué devant le chantier. Transformation d'une ferme en pisé dans un endroit, donc 38 c'est l'Isère, qui a une très très grande tradition de construction en pisé depuis plusieurs siècles, tout simplement parce que la terre là-bas s'y prête bien. Une terre à piser, c'est une terre qui doit avoir tous les types de grains, de l'argile qui fait moins de 2 microns jusqu'à des gros cailloux. Donc une ancienne ferme qui maintenant est transformée en logement et en locaux d'activité. Où là, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, parce que ce qui était vrai pour le béton chanvre est aussi vrai pour la terre. Il y a dans les cavités qui sont à l'intérieur du mur, il y a de l'eau qui passe de l'état solide à l'état gazeux, et c'est ça aussi qui favorise l'inertie du bâtiment, enfin, ou les qualités hygrothermiques du bâtiment. Transformation d'une grange en habitation en Haute-Garonne, parce que en Haute-Garonne aussi, on a une tradition en Occitanie, on a une tradition de construction en terre avec différentes techniques, le pisé et l'adobe. Donc là, c'était l'adobe, vous voyez, ça c'était donc avant-après. Ce que je trouve intéressant sur ce bâtiment, qui a été transformé par une architecte pour elle et son mari. Nous avons fait le choix de ne pas isoler le mur en terre au sud. Donc le mur sud est en terre, les autres murs sont en pierre, mais le mur sud est en terre. Donc nous avons fait le choix de ne pas isoler le mur en terre et de seulement faire un enduit en terre à l'intérieur. J'ai l'impression que le mur est toujours à la même température, on n'a jamais froid, il fait toujours entre 19 degrés en hiver et 27 degrés en été. Et je le crois vraiment, même si les calculs ont d'autres résultats, le ressenti et la vérification empirique prouvent que c'est vrai. Et cet architecte me disait aussi, c'est un extrait que je présente dans le livre, l'analyse des bâtiments anciens va nous aider à comprendre comment obtenir du confort.
Et je crois qu'on a effectivement beaucoup à apprendre de l'architecture vernaculaire pour avoir à la fois du confort d'été et du confort d'hiver. Alors, ceux parmi vous qui ont été mes étudiants m'ont entendu déjà dire souvent cette phrase: ce qui est vraiment écologique, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Donc je dis ça depuis plus de 20 ans. Mais mon ami Philippe Madec rajoute: et au juste prix. Et bien sûr, il a tout à fait raison, parce que le béton n'est pas vendu aujourd'hui à son juste prix si on considère tous ses impacts négatifs sur l'environnement. Si vous voulez en savoir plus sur certains des projets qui sont présentés, que je vous ai présentés là, et puis sur d'autres aussi du monde entier, vous pouvez aller sur le site du Terrafibra Award. Donc on a fait d'abord un Terrafibra en 2016, après on a fait on a fait un Terra Award en 2016, un Fibra Award en 2019, on a fait en 2021 un Terrafibra Award, le prochain ce sera en 2024. Toujours avec Amaco et les grands ateliers. Et l'exposition est en train de tourner. Actuellement, elle était à l'école d'architecture de Rouen. Elle va aller bientôt à Caen. Elle est au Liechtenstein aussi, puisque si quelqu'un est intéressé, par exemple ici pour l'INSA ou pour un des parcs naturels régionaux, il suffit que vous demandiez et on vous envoie gratuitement les PDF. Vous pouvez les imprimer et les mettre et les exposer. Donc voilà, il y a aussi ces livres qui vous donneront d'autres explications sur ce type de matériaux biosourcés et géosourcés. Et la dernière partie, j'ai encore un quart d'heure, c'est la richesse créative dans les relations humaines. Alors ça, c'est pas un projet de réhabilitation, mais je voulais vous le montrer parce que c'est à mon avis un des projets les plus emblématiques, les plus réussis. C'est aussi un des finalistes du Terrafibra Award. Ça s'appelle la ferme du rail. Ça a été fait par mes amis de Grand 8. C'est une ferme en polyculture urbaine pour l'insertion économique et l'hébergement de personnes fragiles. 20 logements. Donc voilà, ici vous avez 20 logements, dont il y en a les 15 du haut, c'est pour des étudiants en agriculture de l'école du Breuil, l'école d'horticulture de Paris. Et puis le reste, c'est pour des gens qui étaient d'anciens SDF. Ça, c'est les locaux de la ferme. Il y a une champignonnière aussi. Ça, c'est le restaurant. Et au-dessus, c'est une ferme. Et aller manger au restaurant, on y mange vraiment très bien des produits de la ferme. C'est un lieu un peu magique à côté de la Petite Ceinture dans le 19e à Paris. Mais voilà, j'ai quand même aussi des exemples de réhabilitation à vous montrer avec des nouveaux processus. Ce projet-là, je vais le montrer la semaine prochaine au Salon des maires sur le stand du Conseil national de l'Ordre des architectes. Le maire de ce village de Payès en Ariège, Yvon Lassalle, me disait, il a présenté aussi au CREMA, c'est comme ça que j'ai connu le projet, et il disait pendant la conférence, pour qu'un tel projet puisse voir le jour, il faut que les planètes soient alignées. Et vous allez voir que là, elles étaient vraiment bien alignées. Donc en fait, c'est une maison du village qu'ils ont, deux maisons qu'ils ont transformées en bistrot. Parce qu'il y avait avant un hôtel-restaurant assez réputé, mais qui a fermé. Et donc, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de vie. Donc, ils ont décidé de construire un hôtel-restaurant qui est aussi de l'animation, pour faire des animations à l'intérieur, à l'extérieur, des petits concerts. Voilà, donc ça c'est avant, après. Et en fait, c'est fait en bois locaux, donc les bois ils viennent de 30 km. Et comme le dit l'architecte Barthélemy Dumont, le maire avait envie de faire un pas de côté lié aux activités de l'agriculture paysanne, puisque lui-même est agriculteur, le maire. Le PNR, donc vous voyez là encore l'importance des PNR, nous a donné les clés: faire un lot grume, un lot scierie mobile. Les bûcherons ont amené le bois sur la place du village et les artisans sont venus récupérer ce dont ils avaient besoin. Et après, ils les ont séchés, ils les ont travaillés. Heureusement, le maître d'ouvrage n'était pas très pressé, il a laissé au bois le temps de sécher. Donc là, ça nous dit à la fois qu'il faut avoir un maître d'ouvrage qui joue le jeu et qu'il faut avoir des artisans. Les artisans venaient aussi tous d'un rayon de 30 km. Et il faut aussi avoir
l'ouverture d'esprit pour faire ça. Donc, ils ont valorisé tout type d'essence. Donc, vous voyez bardage, chêne, acacia, charpente, plancher, ossature bois, du Douglas. Il y a du peuplier, du frêne, du merisier, du châtaignier, de l'acacia. Enfin, ils ont écrit acacia, à mon avis, c'est plutôt du robinet parce que l'acacia, il n'y en a qu'en Afrique. Et du Douglas. Et voilà. Et donc, la fierté aussi de faire travailler les artisans. Le type d'isolant a été adapté aux ouvrages. Donc, il y a paille ou copeaux de bois en façade et enduit intérieur en chaux-chanvre sur les murs en pierre. Là, vous voyez le calpinage pour les bottes de paille. Le maire dit la centralité permet de créer des liens en rassemblant toutes les générations autour des activités variées. Et écoutez bien, avec cette stratégie de revitalisation, on a attiré de jeunes couples dans le village. Donc en fait, ils ont eu ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font dans le Fort Albergue depuis maintenant plusieurs décennies, rendre attractifs les centres des... alors avec une autre architecture, mais le principe est le même, c'est rendre les centres-bourgs attractifs, les villages attractifs, pour que les gens aient envie de venir y boire un coup ou un café et discuter. Mais chez nous aussi, il y a des projets comme ça où on mène les maires ou les maîtres d'ouvrage assez loin. Jean-Baptiste m'a écrit: cette rénovation montre qu'on peut faire mieux au même prix. Le projet était à la base très technique et peu architectural, mais au final, on en a fait un vrai récit et un vrai apprentissage. C'est la ressource locale et le problème du traitement thermique qui l'ont orienté. Tout à l'heure, s'il y a des questions, je propose que les différents acteurs des projets que j'ai montrés qui sont là puissent donner des explications complémentaires. Mais ça, c'est un projet sur lequel il y avait de l'amiante. Et donc, ça a été une solution de mettre ce bardage bois. Mais ce n'est pas n'importe quel bois. Vous allez voir tout de suite. Alors déjà, ça, c'est pour l'abri à vélo. Donc, le tronc à peine écorcé et posé sur des moraines, comme l'a fait notre ami Yves Perret que j'évoquais tout à l'heure sur un projet il y a déjà 20 ans, un projet à Saint-Priest. Et puis là aussi, ici aussi, on sait faire pour contourner un petit peu des réglementations parfois un peu débiles. Donc, coupe de Douglas dans le massif communal par des bûcherons salariés de la Comcom, gestion du projet avec l'ONF local, coupe à la bonne lune, bois scié à la scierie locale de moins de 5 km. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait faire dans le ssud de la France avec l'aide du PNR et de l'ONF. On sait faire dans le Grand Est aussi avec un coup de pouce des PNR et de l'ONF. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est pour aider les gens, aussi bien les maîtres d'ouvrage que les architectes, que les ingénieurs, à sauter le pas, à aller vers plus de frugalité. Je pense qu'il faut faire, c'est l'équipe du groupe Frugalité Lorraine qui a eu le premier cette idée, faire une carte des ressources. Donc, ils l'ont fait d'abord pour le territoire lorrain. C'est en train de s'étendre sur toute la France. Et donc, quand les gens... si chaque architecte doit chercher pour lui, pour son projet, où est le bois, où est la paille, où est la pierre, où est la terre, c'est quelque chose de tellement compliqué, qui prend tellement de temps, tellement chronophage, qu'il ne le fera pas forcément. Alors que quand c'est fait, eh bien, ça facilite vraiment les choses. Et bien sûr, il n'y a pas que la carte, il faut aussi des fiches qui expliquent un petit peu ce que proposent les différents partenaires. Il faut aujourd'hui absolument valoriser les ressources locales. Ça, c'est du sapin blanc du Fort Albergue. C'est un clin d'œil à mes amis du Fort Albergue. Et valoriser les savoir-faire régionaux. Donc ça, c'est un charpentier dans son joli costume. Je pense qu'il faut absolument revaloriser le travail manuel. C'est pour ça que je trouve que toute formation devrait permettre aux étudiants, aux gens qui se forment, de toucher avec leurs mains, parce que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main. Le Corbusier disait que l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Et bien sûr, c'est vrai. Et quand on est à Ronchamp ou quand on est dans d'autres bâtiments, on le comprend particulièrement bien. Mais la terre, la pierre, le bois, le chaume, le bambou ont des qualités haptiques qui nous incitent à les caresser et qui nous reconnectent ainsi à la nature et à nos besoins profonds. Avez-vous encore 10 minutes ?
C'est bon? Ok. Vous avez dit holistique. L'approche holistique, c'est une approche que je défends depuis très 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 longtemps. C'était déjà le fil rouge d'une exposition que j'ai préparée de 2007 à 2009 pour la Cité du patrimoine, de l'architecture et du patrimoine à Paris. Si vous n'aimez pas le mot holistique, vous pouvez dire global, multidisciplinaire, intégratif, ouvert, systémique, comme vous voulez. L'idée, moi j'ai choisi holistique, c'est à cause de cette phrase d'Aristote, le tout est plus que la somme des parties, et je trouve que l'architecture ou l'urbanisme, un projet d'architecture ou un projet d'urbanisme, c'est bien plus que la somme des matériaux qu'on a mis dedans ou la somme des installations techniques qui sont dedans. Il y a aussi toutes les réflexions que les architectes, mais aussi le maître d'ouvrage, les ingénieurs, les entrepreneurs, les artisans ont mis dedans, et aussi quelque part tout l'amour qu'ils y ont investi dans les réflexions et dans la réalisation de ce projet. Goethe disait un peu la même chose, en plus compliqué, mais ce qui est intéressant dans la phrase de Goethe, c'est qu'il parle de l'impact de leur interdépendance, et c'est vrai que cet impact-là est important. Alors bon, vous connaissez le top-down, quelques têtes pensantes fixent pour l'ensemble d'une ville, d'un territoire, d'une nation, des objectifs très ambitieux, généralement irréalistes, et quand les ordres ils arrivent en bas, enfin moi je vous ai dit, je viens du Lot. Chez nous on dit que les accords on n'a pas vraiment envie de faire parce qu'on ne nous a pas demandé, donc les usines à gaz, bof. Et ça c'est une manière de faire qui est très très courante à la fois dans les pays très centralisés comme le nôtre, mais aussi dans les pays où les lobbies ont une forte influence. Et en France, malheureusement, à la fois les lobbies du BTP ou les lobbies du nucléaire ont une très très forte influence qui en fait quasiment un contre-pouvoir dans l'État. Un État dans l'État. Par rapport à ce top-down, le principe du bottom-up, je voulais représenter ici par un petit dessin. L'idée, c'est d'avoir... En fait, il y a deux visions. Il y a une vision à long terme que j'ai représentée ici par ce soleil, et ensuite une vision à court terme. Le long terme, ça peut être 20 ans, 30 ans, et le court terme, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ce qui est essentiel, et ce qu'à mon avis, on ne sait pas bien faire malheureusement en France, c'est que quand on est arrivé ici, on regarde ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. En France, on a souvent un problème, je dis en France parce que j'habite depuis 36 ans en Allemagne et que j'enseigne dans plein d'autres pays, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passait ailleurs, et en France, on a du mal à reconnaître ses erreurs. Quelque part, dire qu'on a fait une erreur, c'est presque déchoir, alors que je pense qu'il faut avoir ce courage de dire on s'est trompé. Moi, je dis à mes étudiants quelquefois je leur dis je sais pas quand ils me posent une question, je dis je sais pas, mais toi qui es malin, tu vas regarder sur Internet ou tu vas t'informer, et la prochaine fois, tu nous diras, tu nous donneras la réponse. Et si j'ai fait une erreur, des erreurs, tout le monde en fait, quoi. Je veux dire, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle, quelque part, de dire qu'on a fait des erreurs. Et donc, une fois, dans le Vorarlberg, il dit c'est pas un problème de faire des erreurs, tout le monde en fait. Ce qui est un problème, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs, parce que ça laisse les autres faire la même erreur. Et comme ça, on perd du temps. Et une fois qu'on est là, donc il faut regarder ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ça va nous permettre à la fois de fixer la prochaine étape, 2 ans, 3 ans, 1 an, et puis ça va nous permettre de réajuster aussi le soleil. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer plus vite. Et je pense que c'est grâce à ce principe de bottom-up que les gens du Vorarlberg sont là où ils sont. Alors bon, quelquefois j'ai l'impression d'avoir pas forcément été bien comprise dans certains de mes bouquins, parce qu'il y a des gens qui font comme d'hab, mais qui mettent les cellules photovoltaïques, la toiture végétale, la chaufferie à pellets, le puits canadien, même en Bretagne, où ça fait aucun sens, et du bardage bois devant des murs en béton, ce qui ne fait pas de sens non plus. Donc en fait, oui, mais ça se voit. Un maire, il est content qu'on voit son bardage bois, et personne ne se demande ce qu'il y a derrière son bardage bois, quoi.
Et en fait, les mesures environnementales ne sont pas des signes extérieurs d'aider, de développement durable, et ne se juxtaposent pas comme les perles d'un collier. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est face à un énorme mur. On fonce droit dans le mur, et je pense que la meilleure manière de trouver un chemin qui nous permette de survivre, parce que je pense qu'on en est là. Quand j'ai commencé à enseigner au début des années 2000, je disais il est midi moins le quart. Aujourd'hui, je dois à l'honnêteté de dire qu'il est plutôt midi et quart si ce n'est pas midi et demi. Et donc, quand on prend de la hauteur, et c'est plus facile à plusieurs, et c'est pour ça que des formations comme celle-ci sont tellement importantes, on peut commencer à voir le chemin, et plus on est à partager nos connaissances, à partager nos expériences positives et négatives aussi, eh bien on va arriver à se sortir du labyrinthe. Bon, alors vous connaissez la fameuse démarche HQE. En 2004, j'ai déjà écrit dans DA un article qui s'appelait Main basse sur le développement durable, qui disait que la marque HQE avait été déposée par la IMCC, c'est-à-dire l'association des fabricants de matériaux. Et quand je dis matériaux, c'est pas de la paille, quoi. C'est l'acier, le béton et les autres. Donc la marque HQE leur appartient. Et puis, la même année, quelques mois plus tard, j'ai publié là un dossier carrément de 30 pages qui s'appelait Pour en finir avec la HQE, point d'interrogation quand même. Hein. Et donc, j'ai eu des discussions, mais très franches, hein, avec Alain Mogard, qui est un des papas de la démarche HQE, où je lui ai expliqué, parce qu'il était très fier de me dire, si vous êtes très bon sur 4 cibles, c'est bon. Et je lui disais non, monsieur Mogard, parce que si vous êtes très bon sur la cible 2 ou 3, ça peut vous rendre très mauvais sur la cible 7 ou 8. Donc il faut voir les choses d'une manière globale. Et puis en plus, on ne va pas se mentir, on connaît tous des dossiers de 1000 pages HQE avec du copier-coller d'une école sur un gymnase ou autre chose. Donc, dans le Fort Albert, l'ancien ministre-président que je trouvais formidable, Herbert Sausgruber, il disait on veut faire des réglementations aussi minces que possible. Parce que si ces réglementations ou si ces textes-là ils sont aussi minces que possible, eh ben on a des chances que les gens ils les lisent. Parce que 1000 pages, personne ne va les lire. Ils ont déjà parfois du mal à lire un roman. Donc l'approche holistique, que vous pouvez appeler globale, pluridisciplinaire, intégrative si vous préférez, eh bien, on retrouve pratiquement les trucs. Donc ça, c'est des dessins que j'ai faits donc, il y a 15 ans maintenant. C'est un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'approche frugale. Donc site et territoire, matériaux techniques, énergie, ambiance, humain à usage. Les choix doivent être faits dans une réflexion qui tisse des liens entre tous ces critères. C'est là qu'on retrouve ce que disait Goethe tout à l'heure. Alors, je sais que vous ne faites pas ça, mais j'ai encore vécu il n'y a pas très longtemps ce type de méthode hiérarchisée et linéaire. Il y a un maître d'ouvrage, il va voir un architecte en passant rarement par un programmiste. Tous les programmistes ne sont pas formidables non plus, il y en a des excellents, mais il y en a d'autres qui sont moyens. L'architecte fait son projet, pas vous bien sûr. L'architecte il fait son projet, une fois qu'il a fait son projet, il va voir l'ingénieur structure qui lui dit bah non, ça joue pas. Bon, hop, on repart. Après, il va voir le thermicien qui lui dit bah c'est quand même con que tu aies mis toute ta façade vitrée au sud-ouest, parce que Krendegen, en Marseille, ça veut dire ça craint. Non, ça veut dire peur de rien en fait. C'était le titre d'un enseignement de mon ami Daniel Fauré à l'école d'architecture de Marseille. Il appelait ça Krendegen. Il a envoyé ses étudiants dans des bureaux avec des façades ouest ou sud-ouest pour interroger les usagers. Et il disait qu'après avoir fait ça, il faisait attention, quoi. Et puis, hop, on remonte. Et le problème, c'est que déjà, il y a plein d'allers-retours qui font perdre du temps, qui font perdre aussi de l'argent, parce que souvent, il y a des mauvais choix qui ont été faits, qui sont difficiles à rattraper. Et puis, quand on arrive à l'entreprise, elle dit, tu crois quand même pas que je vais te faire ça pour le budget que tu as. Et hop, ça repart. En fait, le vrai problème, c'est que tous les choix justes qui n'ont pas été faits en amont appellent des compensations techniques. Et ce sont ces compensations techniques-là qui coûtent cher. Donc, le mode de travail holistique,
ok, ça a l'air complexe, ça c'est l'homme en noir ou la femme en noir, l'architecte bien sûr, qui est le chef d'orchestre, et ça a l'air complexe, mais l'intelligence collective fait vraiment des miracles et j'espère vous l'avoir prouvé avec les projets que je viens de vous montrer à l'instant, parce que je pense que ce sont vraiment des bons projets et ce sont des bons projets parce que ce sont des projets qui ont profité de synergie au niveau du territoire et de synergie entre tous les acteurs. L'approche holistique, elle fait appel à la responsabilité citoyenne de tous, les élus, les décideurs, les professionnels, les usagers. Et l'approche holistique est le support de cette démarche frugale qui concerne l'urbanisme, mais aussi l'architecture et aussi l'agriculture et la médecine aussi. Je pense qu'il faut voir les choses d'une manière plus globale. En fait, il faut sortir du cercle vicieux dans lequel on est enfermé depuis maintenant plusieurs décennies pour entrer dans un cercle vertueux qui va du développement local à la protection de l'environnement et retour pour avoir dégagement de ressources, mobilisation des énergies, amélioration du cadre de vie et ce qu'on veut, c'est un territoire plus attractif. Alors, comment participer au changement de paradigme? Ça, c'est un petit clin d'œil à mes amis de l'ENSTIB d'Épinal, où j'ai enseigné. Je suis même marraine d'une promotion de l'ENSTIB, donc une femme architecte, marraine d'une promotion d'une école d'ingénieurs, je crois que c'était la première fois, et j'étais marraine aussi en 2010 des Défis du Bois. Donc vous connaissez les Défis du Bois. Pendant une semaine, on rassemble 50 élèves ingénieurs ou jeunes architectes ou jeunes ingénieurs. On fait 10 groupes de 5 et ils ont une semaine pour concevoir et réaliser une structure sur laquelle après, à la fin, ils doivent monter. Ils ont à peu près 1 mètre cube de bois. Ils peuvent faire du troc entre les équipes et puis à la fin, ils doivent monter sur la structure. Là, ça faisait un cantilever de 8 mètres quand même. Et je trouve que pour participer au changement de paradigme, c'est un petit peu le message, le dernier message que je veux vous livrer. Je pense qu'il y a 3 points qui sont essentiels. Le premier point, c'est oser. Oser sortir de sa zone de confort, oser prendre des chemins que les autres ne prennent pas, oser faire un pas de côté, oser... à l'ICEB, ils ont publié un livre qui s'appelait « Hors la loi pour faire avancer la loi ». Je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité de professionnels du bâtiment, c'est de se mettre, si nécessaire, hors la loi pour faire avancer la loi. Le deuxième, c'est de prendre soin de ces bâtiments, prendre soin du patrimoine, prendre soin de la nature, prendre soin de l'environnement, prendre soin de ses clients, prendre soin des artisans avec qui on travaille et de toutes ces équipes à l'intérieur d'une agence d'architecture ou d'un bureau d'études. Et le dernier, c'est partager ses expériences, partager ses erreurs aussi, partager ses compétences, partager ses recherches et partager mes recherches, c'est ce que j'ai fait avec vous ce soir. Donc la frugalité heureuse et créative, c'est à la fois une philosophie et un processus ouvert qui est basé sur le partage des connaissances, la confiance mutuelle, l'intelligence collective, la recherche de la beauté, le plaisir partagé et l'empathie créative. Et je pense que ceux qui participent activement au mouvement de la frugalité heureuse et créative, ceux qui participent aux réunions des groupes locaux peuvent dire que on vit vraiment ça au quotidien et Jean-Baptiste peut le confirmer. Nos réunions en visio du CA sont toujours joyeuses mais concentrées et toujours très enrichissantes. Alors quand on veut construire en bois, en terre, en pierre, quand on veut faire de la ventilation naturelle, quand on veut faire autrement, il faut bien sûr maîtriser la technique et c'est pour ça qu'il faut se former. Mais l'essentiel, il est dans l'humain et pas dans la technique. Merci.